Bonjour, bienvenue à la soirée mensuelle de l'association Victa, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Ce soir, 17 juillet 2019, nous accueillons Caroline sur le thème des expertises psychologiques qui sont complètement tronquées et qui sont basées sur des théories tout à fait non scientifiques et qui font perdre la garde des enfants. Aux femmes victimes de violences psychologiques et même souvent d'ailleurs de violences physiques au niveau des violences conjugales. Bonjour Caroline, merci de nous avoir rejoints, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté de témoigner. Alors malheureusement dans votre douleur, vous êtes en quelque sorte une femme célèbre, puisque vous avez déjà témoigné dans le film de la cinéaste engagée Sophie Robert, Maternophobie, qui explique tous ces mécanismes, puisque vous n'êtes pas la seule malheureusement à avoir subi ces injustices et même ces erreurs judiciaires dont sont victimes les enfants, puisque les conséquences de ces expertises complètement hallucinantes, c'est que en fait, les enfants sont confiés à la garde d'un père dans le cadre des séparations, donc à la garde d'un père toxique, parfois violent, le plus souvent manipulateur. Il y a même des cas d'ailleurs de violence sexuelle sur les enfants. Donc, alors il faut que tout le monde sache, hein, puisque l'association Victa lutte pour l'application par la France de la Convention d'Istanbul, du Conseil de l'Europe, la Convention sur la lutte et la protection des victimes de violences dans la famille, hein, la lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques, donc les enfants sont inclus. Donc dans ce cadre-là, nous sensibilisons effectivement sur notamment le problème des expertises psychologiques et parfois psychiatriques, parce qu'on se retrouve d'ailleurs avec, et ça vous est arrivé, hein, avec des psychologues qui font des diagnostics psychiatriques. Vous avez diagnostiqué hystérique, et aussi pour vos enfants. À la suite de ça, le juge vous a enlevé la garde, hein, et l'a confié au père. Alors ce que je peux dire aussi, c'est que le film Maternophobie de Sophie Robert a été projeté à l'Assemblée nationale il y a combien de temps? C'était en novembre 2018, il me semble. Donc il y a à peu près un an, presque un an. Ah, oui. Voilà. Mais évidemment, les députés sont bien sûr au courant de tout ça, puisque le film a été projeté. Il y avait combien de personnes? Ils ne dormaient pas, ils étaient venus regarder? Tout le monde était attentif, et puis Voilà. il y avait entre autres Claire Compagnon, qui est déléguée interministérielle pour l'autisme. Parce que c'est vrai que le film était beaucoup en exergue aussi, le fait que les familles avec enfants autistes étaient souvent touchées par ce genre de rapport. Tout à fait, on accuse aussi les femmes effectivement d'être responsables de l'autisme de leur enfant, et donc toxiques pour leur enfant, et dans ces cas, l'enfant est confié au père qui est souvent manipulateur, et alors qu'aujourd'hui on sait très bien que l'autisme est une maladie en fait neurologique. Il y a l'affaire Rachel aussi qui a été diffusée sur Public Sénat qui en témoigne. Ces enfants ont été placés, on l'a accusé aussi d'une sorte de syndrome de Munchausen par procuration. Quoique les professeurs de psychiatrie ou de médecine aient pu témoigner sur la réalité de l'autisme de leur enfant, par la suite il a été décidé la continuité de la mesure de placement pour ces enfants au titre qu'elle aurait quand même souhaiter l'autisme de ses enfants, enfin ce genre de discours. On se retrouve dans des choses complètement délirantes, parce que c'est pas seulement les enfants handicapés qui sont concernés, quoique c'est aussi les enfants handicapés, notamment les troubles d'attention. Hein. Oui, tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, en fait, il y a le TDAH, il y a aussi le syndrome de la Tourette, et puis après ça peut être tout enfant qui va un peu gêner, par exemple les institutions, que ça soit au niveau des écoles, ou vous avez un élément sur lequel ils vont se baser pour pointer le doigt sur la mère qui est de toute façon visiblement coupable de tout. Voilà, qui est disqualifiée. Disqualifiée. Mais vous, vos enfants n'étaient pas malades? Ils n'étaient Non. pas handicapés, c'est tout à fait... Non, mon fils a un cursus un peu compliqué au niveau scolaire de par des spécificités qu'il a, qui ont été établies par 2 rapports de psychologues. Néanmoins, ça a aussi un peu commencé comme ça, par le biais de l'école qui a fait un signalement à mon encontre, eu égard au comportement de mon fils. Alors qu'en fait, le comportement de votre fils était lié à quoi? Il y a une précocité, donc effectivement, il est très agité en classe, il pose beaucoup de questions. Ah oui, donc, okay. Et moi, je ne suis pas
particulièrement pour les sanctions en classe quand un enfant est demandeur. Donc ça a commencé une certaine animosité à mon égard par rapport à l'équipe éducative scolaire. Mais ce que je voulais dire, en fait, après on est un petit peu dérivé, Oui. c'est que le film donc, qui dénonce toutes ces dérives et ces erreurs judiciaires dont sont victimes les enfants, parce que c'est pas que les mères qui souffrent, je veux dire les enfants sont victimes bien entendu de ça, donc a été montré à l'Assemblée nationale en novembre 2018 et rien ne change. On est en juillet 2019, rien ne change. Et il n'y a toujours pas d'experts formés qui ont suivi des formations, ils sont experts, ils savent tout, mais visiblement ils font des erreurs quand même. Donc voilà. Alors donc Caroline, vous avez été jugée hystérique par un expert psychologique judiciaire, donc c'était pas un psychiatre, et vous avez perdu la garde de vos enfants après la séparation avec votre conjoint. Oui, c'est exact. Et donc que s'est-il passé pour en arriver à cette erreur judiciaire? Donc vous parlez au départ d'un signalement de l'école, parce que votre fils était donc un enfant précoce et un peu agité en classe. Donc on vous a accusé, vous, d'être la responsable. Alors disons que là, ça rentrait dans un contexte déjà lié à un début de préparation de séparation. Donc il y a des professionnels qui vont utiliser le terme de conflit. Moi, je n'étais pas du tout dans ce registre-là de conflit. Donc je suppose que vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion. Voilà. Violence psychologique conjugale. Voilà. Violence Entre physique autres, également ou pas physique? Oui, aussi. Aussi. Vous aviez porté plainte? Oui, j'ai porté plainte, mais bon, ça c'est Combien de fois? Trop, plusieurs fois. Donc vous avez porté plainte plusieurs fois, les plaintes ont été classées ou elles ont oui, été toutes classées. Oui. Vous aviez pourtant des preuves, j'imagine. Oui, il y a des preuves Voilà. aussi, tout à fait. Donc les plaintes pour violence conjugale ont été classées sans suite, malgré les preuves, et vous avez été en fait considéré comme incapable de vous occuper de vos enfants. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai quitté mon domicile conjugal face à toutes ces pressions exercées. À la suite de ça, il y a eu une procédure qui a duré environ 2 ans pour l'établissement, de savoir la résidence des enfants. D'accord. Les Donc, il y a une enfants, enquête vous avez sociale, emmené les enfants avec vous? Les enfants ont été emmenés ce jour-là chez l'experte par leur père, puisqu'il avait été décidé pendant une période alternative de 6 mois d'une garde alternée, en attente d'une décision judiciaire. Donc les enfants ont fait ce jour-là, je suppose, environ 3 heures de voiture, puisque c'était situé très très loin par rapport au domicile, de mon domicile et du domicile du père. Et ils ont été reçus en présence du père, ensuite en ma présence, 5 minutes à peine. Voilà, ils ont été entendus. Mais ce que je veux dire, c'est que vous étiez victime de violences conjugales. Bon, j'ai regardé le film Internophobie, mais c'était il y a longtemps. Donc je repose les questions, c'est bien comme ça, j'ai l'œil de Candide. Donc vous étiez victime de violences conjugales, vous avez quitté le domicile conjugal, avec ou sans les enfants? Sans les enfants. Sans les enfants. C'est-à-dire que c'est eu égard à ma profession. Et puis je n'avais pas de conseil à l'époque, je n'avais pas d'avocat, je n'avais aucune redirection par le biais des services de gendarmerie, à savoir une association d'aide aux victimes ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, lorsque j'y allais, on refusait mes plaintes. Donc c'est vrai que c'était un peu le parcours du combattant à l'époque, et je ne savais pas du tout à qui m'adresser. D'accord. Donc là, on est dans un cas effectivement de victimisation secondaire, où la victime est à nouveau revictimisée par l'institution, donc c'est la maltraitance institutionnelle, et qui est d'ailleurs interdite par la Convention du Conseil de l'Europe, pour laquelle nous nous battons d'ailleurs. Donc, alors du coup après, il y a eu des procédures, etc. pour déterminer la garde des enfants. Et dans ce cadre-là, donc il y a eu une expertise qui a été demandée par qui, en fait? Par le juge. Le juge. Il me semble que je l'avais demandé aussi, parce que moi je ne connaissais absolument rien dans ces expertises. Et pour moi, un professionnel, qu'il soit psychologue ou psychiatre, était tout à fait compétent pour utiliser les éléments factuels pour démontrer la toxicité de mon ex-conjoint qui ne cesse de me culpabiliser, de Vous aviez confiance? Oui, j'avais absolument confiance en la justice. Et aujourd'hui? Plus du tout. Plus du tout. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous avez perdu confiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette expertise? Lorsqu'elle m'a reçue, j'ai bien senti au début de l'entretien qu'elle avait des questions assez orientées et qu'elle avait déjà de facto fait son opinion à mon encontre, puisqu'elle avait reçu mon ex-conjoint avant. Ah d'accord, donc il avait déjà savonné la planche, comme on dit. Oui, tout à fait. C'est pareil que le harcèlement au travail, c'est les mêmes mécanismes. On discrédite, on dégrade l'image donc de la personne qu'on veut détruire.
Donc moi je suis restée posée lors de l'entretien. Je pense que je n'ai même pas évoqué la situation de violence dans laquelle j'étais. Elle m'a posé quelques questions par rapport aux enfants et tout de suite m'a un peu agressée en me demandant pourquoi je ne voulais pas d'une garde alternée avec le papa. Et, bon, je lui ai répondu par des éléments probants, auxquels je lui ai même proposé de lui apporter les documents qui prouvaient que je ne mentais pas, que je ne fabulais pas. Elle a refusé. Quels éléments? Des éléments d'ordre médicaux, entre autres. Ah voilà, alors ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Vous êtes positionné dans le rôle de la personne qui sait mieux que l'expert. Donc là, vous êtes une balle dans le pied, mais sans le savoir. Non, c'était pas ça. C'est culpabilisé. En fait, c'était par rapport aux enfants, par rapport aux soins des enfants qui étaient oubliés. Ah oui, donc vous avez montré que en fait, le père ne s'occupait pas des enfants, voilà, qui ne faisait pas les suivis médicaux. Voilà, c'était le genre de choses que je voulais expliquer. Donc elle n'a pas voulu en tenir compte, elle a refusé. Ensuite, je lui ai parlé de l'enquête sociale, en lui disant que l'enquête sociale avait été faite en interrogeant entre autres des voisines de mon quartier, où j'ai été salie, de la diffamation à tous les niveaux. Et j'avais également des preuves plus que probantes démontrant que les propos tenus par certains, entre autres une directrice d'école qui disait que j'étais malade et qu'il fallait me soigner, et que c'était de la non-assistance à enfants en danger que de me laisser. J'ai reçu quelques mois plus tard, après cette enquête sociale, suite à ma demande à l'inspection de l'académie, un courrier qui attestait que la directrice n'avait été entendue par aucun enquêteur que ce soit. Donc déjà, ça a démontré que l'enquête était biaisée. Après, il y avait d'autres documents de ma banque, entre autres, puisque monsieur disait que la banque aurait signalé que j'étais dépensière et que je dépensais à tort et à travers. Or, la banque a répondu qu'elle n'avait non plus jamais été interrogée et que tout ceci était faux. Donc elle a refusé de voir tous ces éléments-là. Donc je lui ai dit que je me posais beaucoup de questions quant à la probité de l'enquêtrice ainsi que sa déontologie. Et elle a spécifié dans son expertise qu'elle m'avait spécifié, donc effectivement je m'en souviens très bien, comme quoi l'enquêtrice sociale était une professionnelle compétente et avérée. Donc, lorsque je lui ai demandé si elle connaissait le nom de cette enquêtrice, elle m'a dit non, je ne la connais pas. Donc je ne vois pas comment elle peut attester qu'une personne est fiable tout en sachant qu'elle ne la connaît pas. Donc de toute façon... C'est-à-dire que vous avez voulu dénoncer l'institution effectivement auprès de quelqu'un qui travaille pour l'institution. Donc encore une fois, moi ce que je dis, d'accord, c'est pas pour vous culpabiliser, maintenant vous êtes dans une situation vraiment, je veux dire, très douloureuse pour vous. Voilà. Mais je vous ai demandé de venir parce que justement, quand sur les réseaux sociaux, j'ai fait la communication, la promotion de cet événement d'aujourd'hui, les femmes qui étaient dans la situation de séparation avec un manipulateur ne me croyaient pas. Elles étaient comme vous à croire en la justice, et comme moi aussi avant, de découvrir tout ça. Et c'est pour ça que je trouve très très important que vous puissiez apporter ce témoignage pour montrer que c'est pas moi qui suis en train non plus de fabuler ou de dire venez, je recrute, engagez-vous dans l'association Victa. C'est pas du tout ça, mais c'est que vraiment les dysfonctionnements sont réels et ils sont très graves. Je ne vais pas citer ma page que j'ai sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je reçois aussi beaucoup de témoignages. On m'a fait parvenir aussi des extraits d'expertise qui sont complètement ahurissants, et c'est souvent le terme hystérique qui est repris. Mythomane, hystérique, et puis un prétendu, alors pas syndrome de Munchausen par procuration, mais c'est écrit en petites lignes, enfin c'est suggéré. Oui. Alors expliquez pour les gens qui regardent la vidéo, donc c'est quoi le syndrome de Munchausen par procuration? Alors, moi, la définition qui est dite au niveau médical, c'est un parent qui va faire en sorte d'induire chez son enfant une maladie, donc ça peut être tout autant, je suppose, une maladie d'ordre mental, en tout cas comportemental, mais physique essentiellement. Elle rend son enfant malade pour se faire remarquer. Voilà, ensuite ce parent va emmener son enfant à l'hôpital et pouvoir ainsi démontrer que c'est un parent qui s'occupe bien de son enfant. Donc effectivement, il y a des cas qui existent, sauf que en l'espèce, dans ces expertises, souvent les mères sont accusées d'être trop fusionnelles avec leur enfant ou de vouloir trop s'en occuper d'un point de vue de la santé,
de la moralité, de l'éducation. Et donc c'est suggéré aussi en pointillé que ça serait un syndrome de Munchausen par procuration. Mais parce que face à ça, en fait, on a le père qui, lui, ne s'occupe jamais de la santé des enfants, il les amène pas chez les médecins. Moi, je l'ai fait dans beaucoup de dossiers, hein, beaucoup de cas de victimes qui me demandent de l'aide. Donc, il emmène l'enfant, je veux dire, avec 38 de fièvre, ne serait-ce qu'une grippe, en plein hiver à l'école, parce qu'il doit aller travailler, il n'a pas envie de s'en occuper. Il dit à sa femme, tu es folle. Voilà, donc moi, j'emmène quand même l'enfant le lundi matin, après le week-end. Et donc après, elle a dit, bah non, faut l'amener chez le médecin, etc. Ah bah non, t'exagères, tu es complètement paranoïaque, enfin voilà. Donc en fait, on se retrouve avec des experts qui prennent comme parole d'évangile les accusations du manipulateur, qui font une caricature de la victime, et qui ne sont pas du tout formés à détecter ce genre de comportement. Oui, puis vous avez les professionnels aussi qui prennent parti. Alors pour quel motif? Il peut en avoir plein. Moi j'ai entendu de la part de la PMI une péricultrice me répondre sur un ton très condescendant. Les pères s'occupent aussi bien des enfants que les mères. Sauf que moi, c'était pas mon discours de généraliser sur le fait que les mères seraient meilleures soignantes que les pères. Donc en fait, tout est déformé. Dès lors que vous avez un argument, on va vous exploser votre argument avec des choses de ce type-là. J'ai aussi entendu la directrice d'école un jour où j'avais dû emmener à mon fils un traitement médical, puisqu'il n'avait pas été donné le matin par le papa, je rentrais du travail. La directrice d'école me dire... donc je lui avais dit que j'étais un peu embêtée que mon fils n'ait pas eu ce traitement, donc c'est pour ça que je venais le midi, parce que lui donner le soir, ça l'aurait empêché de dormir. Et elle me dit, tous les pères sont comme ça. Donc j'imagine que pour elle, ça défausse la responsabilité. Oui. Donc on est dans une démarche idéologique, hein, sur il faut un père, le droit des pères et tout ça. Or on n'est pas du tout là-dedans, enfin nous en tout cas à Victa, et moi personnellement non plus. Hein, donc on est vraiment sur l'application de la loi et sur le bien-être et la santé et l'intérêt de l'enfant. Donc c'est pas parce qu'un enfant doit avoir un père où tous les pères sont comme ci, ou tous les pères sont comme ça, tous les pères sont pas toxiques. Mais voilà, s'il y a des gens qui ne sont pas capables de détecter effectivement un manipulateur, on se retrouve avec une survictimation, une victimisation secondaire donc, de la mère et de l'enfant qui était déjà effectivement dans la violence domestique au départ. Parce que ça on le sait, il y a des études qui ont été faites. L'homme, donc auteur de violences conjugales, que ce soit physique ou psychologique, va effectivement discréditer, dénigrer donc, la mère, la femme, pour lui enlever les enfants, parce que c'est vraiment le summum et l'aboutissement, le climax de sa vengeance contre elle, puisqu'elle s'est révoltée, elle veut partir. Voilà. Alors vous nous avez apporté des extraits, donc l'expertise là dans votre tablette, et donc vous m'avez expliqué aussi tout à l'heure que vous pouvez montrer le livre, hein, donc vous vous êtes rendu compte que l'expertise que vous avez eue donc, était recopiée de ce livre. Voilà, il y a des passages, moi j'ai reçu, en plus il faut savoir que l'experte a envoyé ce rapport 2 jours avant l'audience, tout en sachant que mon avocate à l'époque ne m'avait pas informé sur le fait qu'on pouvait demander aussi une contre-expertise et qu'il y avait des arguments qu'on aurait pu apporter contre cette expertise. Voilà, donc... juste, je vous interromps 2 secondes. Les avocats non plus sont informés, il n'y a pas que les professionnels, les services sociaux, les experts, psychologues, etc. Mais également donc, les magistrats, mais aussi les avocats ne sont pas formés à ce genre de méthode. Alors, par exemple, bon, il y a des passages, par exemple, qui vont dire, alors, les manifestations d'une orientation hystérique de la personnalité peuvent apparaître dès l'âge de 4 ou 5 ans. Évidemment, je n'ai pas mis un petit non, mais c'est pas grave, on fera sur parole que c'est recopié du bouquin. Hein. Oui, enfin, il y a plusieurs chapitres, voilà, bon, entre autres, voilà, le blocage oedipien. Alors, dans la configuration familiale typique, il s'agit d'une fille qui n'est pas assez aimée. On remarque un manque de tendresse paternelle qui laisse un regret important. Bon, la quête de l'hystérique porte avant tout sur la recherche de l'amour. Bon, tout ça, c'est complètement inutile pour moi dans une expertise. Je ne vois pas en quoi ça changerait. Lisez-nous des extraits de l'expertise. Et ça peut être intéressant de savoir comment monsieur a été lui-même expertisé. Parce que normalement, la victime qui espère que le mari ou ex-mari, futur ex-mari manipulateur va être détecté, donc c'est pas le cas. Et c'est pour ça que parfois elle se tire une balle dans le pied en demandant effectivement une expertise, sans savoir ce que ça peut donner. Mais lui, donc il était parfait parce que la façon dont moi en tout cas, personnellement je repère ces dossiers, j'ai des victimes, c'est monsieur est parfait,
Monsieur est parfait, madame est folle. Donc lui, il a été détecté parfait dans l'expertise. Oui, bon après, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas citer tout ce qui était élément d'ordre violence, hein, que ce soit psychologique, économique, Mais pourquoi vous ne l'avez pas moral. fait? Parce que je sentais que cette personne qui était en face de moi, l'experte, avait déjà pris position et que quoi que je dise, elle aurait de toute façon écarté Vous n'avez pas tout osé élément. en fait. Vous n'avez pas osé. Non, j'ai préféré axer mon discours sur les enfants, l'intérêt des enfants, ce qui pour moi est essentiel. Moi, vous n'avez pas été préparé, vous avez été mal conseillé, c'est ce que je pense. Alors, dites-nous des extraits donc, qui vous paraissent les plus énormes de l'expertise qui a amené en fait après le juge à dire que vous étiez dangereuse pour vos enfants et à vous en retirer la garde, alors que vous aviez subi de la violence conjugale. Alors, par exemple, alors l'entretien avec elle est particulièrement compliqué. Elle s'éparpille tout au long de la narration des griefs qui sont très importants à l'égard du père. Son discours est particulièrement ciblé sur le père, remettant en cause l'intégralité de l'enquête sociale. Donc, je vous ai expliqué les motifs pour lesquels je la remettais en cause, allant jusqu'à remettre en cause l'impartialité de l'enquêtrice sociale, même si nous lui précisions que cette dernière est une professionnelle avérée. Elle donne de multiples exemples afin de nous convaincre du dysfonctionnement de son ex-compagnon. Elle perd facilement le fil conducteur de ce qu'elle veut nous dire. Donc c'est vrai que quand vous vous séparez d'un conjoint, vous avez beaucoup d'éléments à expliquer. Donc en 40 minutes à peine, je ne vois pas comment vous pouvez exposer une vie de presque 8 ans avec une personne. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle parle d'elle-même à la seconde personne du pluriel. Nous. C'est comme Louis XIV, hein. L'expert qui dit nous, elle était toute seule. Oui. Elle a un discours très revendicatif, présentant les faits comme un scénario catastrophe. Donc je ne vois pas sur quoi elle s'appuie pour argumenter de catastrophe. Pour autant, elle ne rapporte pas de faits réels avec des détails précis lorsque nous lui demandons des faits précis. Or, c'est bien moi qui lui ai proposé lors de cet entretien de lui mettre à disposition tous les écrits qui démontraient ce que j'avançais. Alors justement, je vous interromps juste une seconde pour une question complémentaire. Est-ce que cet experte psychologue, c'était une femme, avait accès au dossier? Alors justement, je lui ai demandé si elle avait lu le rapport d'enquête sociale. Elle s'est offusquée en me disant mais bien entendu, madame, que je n'y ai pas accès, sinon vous vous rendez bien compte que je serais influencée par la lecture de celui-ci. Or, il n'y a aucun texte qui spécifie s'ils doivent lire ou ne pas lire ces rapports ou tout ce qui fait partie du dossier. D'accord, donc en fait, elle n'a fait que répéter ce que disait votre mari, Oui. Et le mettre à sa sauce, et vous accuser de ne pas vous entendre. Donc c'est pas du tout objectif. Malgré l'apparence courtoise et avenante, madame est sur la défensive, très méfiante. Alors, elle met toutefois, l'examen psychologique ne montre pas d'éléments psychopathologiques notables. Au vu de la complexité de la situation, un test de personnalité a été administré, le Rorschach, un test projectif. Donc, il faut savoir que moi, je connaissais déjà ce test. Et pour avoir un médecin dans ma famille avec des planches médicales à disposition, on peut très bien imaginer voir des choses d'ordre médical sur ces planches-là, et donc elle va fabuler par rapport à ce que vous allez voir là-dessus. Donc pour moi, les tests projectifs de ce type-là, ça n'a aucune viabilité scientifique. Oui, parce que maintenant vous êtes renseigné, alors voilà, vous êtes devenu expert aussi à votre manière. Oui, j'ai fait des recherches. Alors lisez-moi le passage là, que vous m'avez lu tout à l'heure. Alors d'un point de vue... que vous êtes hystérique et frustré sexuel, et que moi j'aimerais bien comprendre à quel rapport ça a avec la garde des enfants. Alors on y vient. Alors... on retrouve également une versatilité langagière, son débit verbal est très important, elle part dans tous les sens. D'un point de vue psychanalytique, donc c'est bien qu'elle saurait faire la psychanalyse, la relation à l'image maternelle est hyper conflictuelle et l'absence du père est en plus dans l'histoire personnelle du sujet marquée. Pour autant, Caroline s'identifie à lui et ne cesse de l'admirer d'un point de vue fantasmatique. Donc tout ça c'est là-dedans. Dans le livre. D'un point de vue clinique, dans la configuration familiale, il s'agit d'une fille qui n'a pas été assez aimée. On remarque un manque de tendresse paternelle qui laisse un regret important et une nette insuffisance d'amour maternel entraînant des difficultés d'identification à la mère. Ces circonstances associées à la dynamique personnelle du sujet laissent supposer à la fille qu'une conquête du père est possible. Il s'ensuit des échecs et une déception permanente par rapport aux hommes car le référent objectal n'est jamais à la hauteur de l'objet.
L'insatisfaction sexuelle fréquente chez l'hystérique réalise donc un compromis entre le désir et l'interdit. La quête de l'hystérique porte avant tout sur la recherche de l'amour. Ça, c'est pompé dans le bouquin, là? Ah oui, c'est pompé dans le bouquin. D'accord. Alors, quel est le rapport avec les enfants? Est-ce qu'il y a un moment ou un autre où elle dit vos capacités de mère sont... Non, pas du tout. Oui, si elle rajoute, cette dimension névrotique histrionique peut participer à l'investissement dans son rôle maternel que Caroline rapporte, qui lui permet d'occulter ses griefs concernant son ex-vie conjugale. En effet, elle semble projeter l'entière responsabilité sur le comportement de monsieur et rejette toute idée de tort partagé dans le conflit existant. Ah voilà, donc elle ne reconnaît pas la violence? Non, elle ne la cite pas de toute façon. Ok. Donc par rapport à tout ça, vous, où vous en êtes aujourd'hui avec vos enfants? Je les vois en droit de visite et d'hébergement classique, c'est-à-dire 2 week-ends par mois. Avec des horaires qui sont évidemment un peu compliqués du fait de ma profession, puisque je travaille pour une compagnie aérienne. Donc vendredi 18h jusqu'au dimanche 18h, à savoir que je travaille souvent les week-ends, donc c'est toute une organisation un peu compliquée, une logistique compliquée pour les avoir les week-ends. Donc il arrive que parfois je les vois la moitié d'un week-end, et que ce soit une personne de ma famille qui aille chercher mes enfants, voir à ce qu'ils les ramènent, puisque moi, des fois, le dimanche, je pars travailler aussi. Et la moitié des vacances scolaires. D'accord. Donc, et vous payez une pension alimentaire, je suppose? Oui, tout à fait. Okay. À monsieur? À monsieur, oui. D'accord. Combien? 400 € par mois. Alors, est-ce que monsieur fait preuve de souplesse quand vous lui demandez de changer les droits de visite? Alors, pas du tout. Il faut savoir qu'un jour, je suis arrivée de vol à Roissy en retard. Donc, je lui ai envoyé un message en lui demandant, enfin en le prévenant du moins, en lui disant que je risquais d'arriver après l'heure fatidique de 19h. Et il m'a répondu de façon assez laconique en disant que si je dépassais mon horaire, eh bien, je serais susceptible de ne pas voir les enfants ce week-end-là. Il y a une autre fois où je lui ai demandé à plusieurs reprises par SMS, mais comme il ne répond pas, ou alors il répond de façon complètement... on ne comprend pas ses réponses. Je suis passée par le biais de mon avocate pour faire un changement de week-end. Donc ça, c'était en amont, c'est-à-dire au moins 4 ou 5 mois avant, parce qu'il y avait un mariage dans ma famille. On n'a jamais obtenu de réponse. Donc les enfants, évidemment, ont été mis au courant après cet événement, ont été très déçus, et puis m'ont fait part que de toute façon, ce week-end-là, ils n'avaient rien fait, ils étaient restés chez eux, enfermés dans leur chambre. Donc bon, c'est vraiment pour me disqualifier. Et puis, j'avais bien évidemment proposé à ce que j'aille les récupérer le samedi matin, les ramener éventuellement le samedi soir ou le dimanche matin, et lui donner en échange tout un week-end. Mais ça a été un refus. Enfants assistent à une fête de famille. Voilà. Mais il reste un père merveilleux. Exactement. Bon, après, depuis 3 ans, je réclame à les avoir au téléphone, donc là, c'est pareil, c'est impossible. Les appels téléphoniques ne sont pas indiqués dans le jugement? Non. Donc monsieur refuse? Monsieur refuse. Voilà, donc il couple bien avec la mère. Et puis à savoir aussi, il m'est arrivé de me retrouver en présence de mes enfants lors de cours de danse de ma fille. Donc j'ai appris, enfin ma fille m'a appris qu'elle prenait des cours de danse. J'ai voulu y aller, j'y suis allée. Et, au terme de ce cours, le père est arrivé et m'a agressée. Devant en présence, oui, devant les parents, devant ma fille. Physiquement? Non, pas physiquement. Non. Verbalement? Verbalement. Après, il y a eu une autre fois où j'ai croisé, enfin, j'ai pas croisé, je suis allée devant l'école de mon fils, ils étaient en récréation, et mon fils a été aussi sanctionné pour m'avoir parlé à travers les barrières. Et moi, j'ai reçu des intimidations aussi de la part du père pour avoir eu l'outrecuidance de venir lui parler à travers les grilles de l'école, en me disant que ce n'était pas mon jour de garde, donc je n'avais rien à faire ici. Alors venons-en au recours. Donc quand vous avez reçu cette décision, j'imagine que vous étiez sous le choc. En sidération totale, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, mon avocate ayant des émoluments assez élevés, j'avais pris la décision de changer d'avocate. Or, la nouvelle qui était chargée de la procédure d'appel n'a pas vérifié les délais. C'est-à-dire qu'elle a laissé s'écouler les délais d'appel et donc je n'ai pas pu faire l'appel. Ah d'accord. Voilà. Et après, est-ce que vous avez pu faire par exemple des procédures d'incident pour éléments nouveaux?
notamment donc, en expliquant qu'il coupe les liens avec la mère, enfin il y a beaucoup de choses qu'on pourrait... Non, puisque tout ça, ça avait déjà été mentionné dans les précédentes conclusions de mon avocate lors de la procédure, avec également voilà, des copies de SMS, des démonstrations. L'agression qui vous a fait à l'école, etc., de danse. Oui, non, ça c'est quelque chose de lambda, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu des éléments de ce type-là qui n'ont pas été pris en compte. Non, ils n'ont pas été pris en compte. C'est-à-dire que la justice savait très bien que le monsieur s'opposait à ce que je communique avec mes enfants lorsqu'ils étaient avec lui. Or, ça ne nous a pas... forcément, vous êtes dangereuse. Voilà, donc vous êtes dangereuse pour vos enfants, soi-disant. Vous êtes soi-disant toxique. Donc on vous a mis à l'écart. Et depuis donc 2 ans, hein, vous me dites. 3 ans. 3 ans. Oui, donc vous voyez vos enfants très très peu souvent. Comment vont-ils? Le peu que vous en savez. Ce sont des enfants qui sont perturbés. C'est bon, c'est reparti. C'est reparti, d'accord. Comment vont-ils, vos enfants? Ce sont des enfants qui sont en demande de voir leur maman, de pouvoir communiquer avec elle et de pouvoir être avec elle quand ils le souhaiteraient. Leur discours n'a pas été entendu, puisqu'au cours de la procédure, 2 fois, il a été écrit que mes 2 enfants voulaient vivre avec leur maman. Bon, après, effectivement, le juge n'est pas obligé de suivre les demandes des enfants, ça je suis entièrement d'accord avec ça, mais toutefois... Ils ont été auditionnés, les enfants? Oui, ils ont été auditionnés. Ils ont dit qu'ils voulaient être avec vous, que vous étiez très bien et tout. Oui, on les a pas écoutés. Non, on les a pas écoutés. Donc vous êtes soi-disant hystérique, vous êtes dangereuse, on vous met à l'écart, vous êtes stigmatisé, blâmé, dénigré, enfin voilà. J'ai vu des jugements moi, où il y avait même des enfants beaucoup plus âgés qui demandaient à vivre avec tel ou tel parent. Hein. Je ne fais pas de différence entre le père ou la mère, et le juge... Même lorsqu'il y a des signaux d'alerte, j'ai lu ça aussi dans divers ouvrages, hein, des signaux d'alerte de type tentative de suicide, fugue, etc., médication, suivi thérapeutique, mise en garde des professionnels médicaux, les juges parfois restent dans leur décision, leur première décision, ne changent pas d'un iota leur vision de la situation. Qu'est-ce que vous voudriez dire aujourd'hui aux autres mamans qui vont subir une expertise ou une enquête sociale? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je sais depuis peu, c'est qu'on peut se faire accompagner lors d'une expertise par un autre médecin ou un psychiatre qui, de ce fait, pourra être attentif au discours du professionnel. Pareil pour ce qui est des enquêtes sociales. Après, le problème, c'est que tout est subordonné à la personne. Donc, vous tombez sur une personne qui est droite, honnête et digne de la déontologie. On va dire que vous avez de la chance. Or, la plupart des personnes qui prennent contact avec moi, ce n'est pas qu'effectivement les rapports sont truffés de mensonges. Vous voulez dire les victimes qui prennent contact avec vous sont tombées aussi sur les des victimes. professionnels Oui. non qualifiés? Alors non qualifiés d'une part, non formés en traumatologie, en victimologie, et puis qui se permettent d'inventer des choses dans leur rapport sur des choses que les victimes n'ont jamais tenues comme discours. Alors je voudrais juste que vous remontriez le livre là, comme ça, à la caméra. Voilà, donc le livre sur lequel le rapport de Caroline d'expertise psychologique judiciaire a été pompé, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Et je l'ai retrouvé sur internet aussi. Enfin, j'ai d'abord trouvé sur internet et ensuite j'ai acheté le livre. Alors aujourd'hui, quelle autre chose vous voudriez dire? Quelle question? Enfin la question que je ne vous ai pas posée, voilà. Quelle question? Oui, quelle question je ne vous ai pas posée, à laquelle vous aimeriez répondre? Moi, j'aimerais savoir à quel moment la parole des enfants va être entendue, surtout. À quel moment on va se conformer aux préconisations du CIDE ou de tous les textes de loi où prime l'intérêt de l'enfant. Parce que là, en l'espèce, ce n'est pas du tout l'intérêt de l'enfant d'être sanctionné à ne pas pouvoir parler avec son parent. Moi, j'ai ma petite fille, par exemple, je ne vais pas emmener ses dessins, mais qui me fait des dessins où elle dit qu'elle veut parler à maman. En soi, je ne l'instrumentalise pas, elle fait ses dessins toute seule. Je fais en sorte, autant faire se peut, de ne pas évoquer toute cette situation. Or, ce sont eux qui m'interpellent là-dessus, donc je réponds à leurs questions, en essayant aussi de ne pas diverger là-dessus, en étant concise. Et c'est vrai que s'ils me demandent diverses questions liées à ça, je leur réponds. Mais voilà, vous avez des enfants qui voudraient avoir contact avec leur maman, qui ne peuvent pas, qui ont toujours les mêmes souhaits initiaux en début de procédure. Alors ce que je voudrais ajouter par rapport à votre histoire qui m'a beaucoup frappé,
c'est qu'en fait, donc, vous êtes hôtesse de l'air, hein, vous travaillez dans une grande compagnie aérienne que je ne citerai pas, mais donc vous avez chaque année des tests psychologiques que vous faites passer votre employeur. Expliquez-nous ça. Oui. Vous avez la responsabilité de passager en cas de catastrophe aérienne, donc pour pouvoir avoir le droit de travailler, vous repassez des tests. Alors ce ne sont pas vraiment des tests à proprement parler, on a une visite de licence. Donc ce qui est distinct de la visite médicale de travail, c'est tout à fait différent. Dans ces textes qui sont soumis à des décrets d'application, auxquels tout personnel de compagnie aérienne sont soumis, en tout cas les personnels navigants. Voilà, vous êtes personnel navigant. Tout à fait. Il est spécifié dans un article de ce décret que toute personne exerçant à bord d'un aéronef doit être exempte de toute pathologie mentale de type névrose ou psychose. Or, bon, déjà au niveau de la terminologie, on peut s'étonner que le décret parle encore de ce genre de type névrose ou psychose, parce que pour moi, les médecins maintenant se réfèrent à d'autres termes. Ne vous critiquez pas, puisque c'était justement ce qu'on vous a accusé d'être dans l'expertise de la justice. Alors, il semble tout à fait étonnant, effectivement, j'ai presque 25 ans de carrière, d'avoir dans le civil cette pathologie et à bord des avions, enfin en tout cas pour les licences, être exempt de toute pathologie, sinon personne ne s'en est aperçu. D'après ce qui me semble, en fait, dans le film Maternophobie, vous avez montré votre certificat d'aptitude à la justice, mais ça n'a strictement rien fait. Non, il n'y a pas besoin de le montrer, en fait. J'ai l'attestation d'employeur. Voilà, l'attestation d'employeur. Oui, oui, tout à fait. Donc, vous avez expliqué au juge que non, vous n'êtes pas névrosé, que vous êtes en tant qu'hôtesse de l'air. Vous n'avez pas expliqué ça? Non, je n'ai pas expliqué ça. Ah, d'accord. Ça aurait pu être un argument. Bon, moi je voudrais dédier en fait cet entretien avec Caroline au Conseil de l'Europe et aux responsables de la Convention d'Istanbul. La Convention donc, sur la protection et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Puisqu'il faut que tout le monde sache ce qui se passe effectivement dans nos tribunaux en France et la souffrance de toutes les femmes, la souffrance de tous ces enfants et le manque de formation des professionnels. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci Caroline. Merci à vous.